Fadel. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, maintenant le moment de retrouver Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons de la santé mentale de nos jeunes. Dans le journal, dossier spécial, alors qu'on apprend que depuis mars 2020, depuis le début de la pandémie, ce sont 213 Québécois âgés de 25 ans ou moins qui ont mis fin à leur jour. Donc, des données qui ont été compilées là, sur la base des rapports de coroner. Comment, Yasmine, on peut faire une différence face à toute cette détresse? C'est tellement troublant comme chiffre. Je pense évidemment à ces 200 jeunes qui ont décidé de recourir au suicide, puis c'est jamais une option, puis il y a toujours moyen de pouvoir régler, peu importe les problèmes ou comment on se sent, mais je pense aussi à leurs parents, parce que beaucoup de ces parents-là ont tout fait pour aider leurs enfants. Il y a ceux, évidemment, qui n'ont juste pas vu les signes, pas parce qu'ils ne voulaient pas les voir, pas parce qu'ils faisaient de l'aveuglement volontaire. C'est que les signes n'étaient pas visibles et que la détresse se vivait de manière isolée. Et les enfants, malheureusement, le cachaient bien. Mais il y en a d'autres qui ont tout essayé, ont frappé à toutes les portes, sont restés réveillés la nuit pour surveiller leurs enfants, pour s'assurer qu'ils ne fassent rien de grave et que malgré ça, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'à chaque fois qu'ils ont frappé à une porte, on leur a dit « c'est pas grave, c'est pas assez urgent, revenez-nous, on va vous mettre sur une liste, on va vous rappeler » et qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui a pris la détresse non seulement de leur enfant, mais leur propre détresse à titre de parent d'un enfant potentiellement suicidaire à cœur. Marianne, je viens de raccrocher avec une mère qui a vécu ça. Elle a perdu son enfant, Geneviève Desiel, elle a perdu son enfant qui a 19 ans. Le jour où son enfant a acheté une corde, elle a appelé à l'hôpital, elle a parlé à la travailleuse sociale. Ils lui ont dit qu'il n'y avait rien de grave. 2 jours plus tard, il a utilisé une corde pour se pendre. C'est ça la réalité. C'est que notre système abandonne les parents pris avec des enfants qui sont en détresse psychologique. C'est que notre système n'est pas fiable. C'est qu'on ne peut pas se retourner voir notre système parce qu'on n'a plus rien. C'est que demain matin, si on est pris en détresse puis qu'on voit notre enfant en détresse, on ne saurait pas par où commencer. Et malheureusement, on ne peut pas se mettre sur une liste d'attente pour avoir recours à des services de santé mentale quand on va bien, au cas où un jour on va mal. Un peu comme un médecin de famille, là, où on essaie de s'inscrire sur une liste. Puis on espère juste l'avoir à l'arrière de notre poche au cas où un jour on en aurait besoin. C'est pas possible pour la santé mentale. On a abandonné la santé mentale. Aujourd'hui, on en parle de 200 jeunes, mais combien y en a-t-il de jeunes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi? Puis je voudrais même pas connaître le chiffre tellement que j'ai peur du chiffre. Alors, j'ai peur qu'on soit toujours en train de parler de santé mentale pour dire que c'est une priorité, mais je vois personne en train de manifester pour la santé mentale. J'en vois pas de syndicats déchirer leur chemise pour la santé mentale. J'en vois pas de députés crier à l'Assemblée nationale pour la santé mentale. On parle de la santé mentale quand ça rapporte des clics, quand ça rapporte des votes, mais on parle pas de santé mentale pour sauver des vies. C'est important ce que tu viens de dire là, Yasmine. Mais parlons, par ailleurs, d'immigration. Tu voulais nous parler également d'Ottawa qui continue de retarder l'immigration francophone, du moins si on se fie à un rapport qui a été publié dans les dernières heures. On voit que l'immigration francophone que l'on voudrait recevoir, en fait, le Québec reçoit évidemment l'immigration temporaire, ça c'est une chose. L'immigration, parmi les immigrants dits temporaires, il y a les étudiants étrangers. Des étudiants étrangers sont des étudiants qui viennent d'un peu partout au monde, qui viennent étudier dans nos établissements d'enseignement supérieur et qui payent le gros prix. Là. Ils payent pas la même chose que nous. Eux, ils sont pas subventionnés dans leurs études. Alors, c'est du monde qui diplôme chez nous. Beaucoup en français ont habité au Québec depuis plusieurs années pour avoir leur diplôme. Donc, des immigrants déjà intégrés, déjà socialisés, qui connaissent comment ça fonctionne ici. Une manne pour le Québec. Là. On sauve beaucoup d'argent sur la question de l'intégration et la francisation notamment. Nous, ces immigrants-là, on veut les garder, c'est des immigrants de qualité. Ben, vous savez quoi? Ottawa leur dit, on va pas te donner ton permis d'études, fait que tu pourras pas venir étudier au Québec parce qu'on n'est pas sûr si tu vas revenir chez toi. On voudrait que tu reviennes chez toi et tu n'es pas capable de nous garantir que tu vas revenir chez toi. Alors, d'un côté, il y a le Québec qui dit, nous, on veut te garder. D'un autre côté, il y a le fédéral qui dit, nous, on veut s'assurer que tu restes pas. Ben ouais. Et là-dedans, tout le monde est perdant. Le Québec est perdant, ne reçoit pas cette immigration-là. Le fédéral, ben lui, il s'en lave les mains. Le Québec fera bien ce qu'il voudra. Puis ces étudiants-là n'ont pas la chance de pouvoir venir contribuer
au Québec. Le fédéral a un sérieux examen de conscience à faire s'il n'est pas capable de gérer l'immigration temporaire, s'il n'est pas capable de délivrer des permis sans discrimination sur le pays ni sur la langue et qui n'est pas capable de répondre aux ambitions migratoires du Québec. Qu'il délègue ces pouvoirs-là aux provinces qui, elles veulent en faire quelque chose. Deux sujets importants qui, espérons-le, vont amener des réflexions chez nos élus. Merci beaucoup, Yasmine. On se parle demain. Merci, Marianne. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.